Eh bien, je ne peux pas vous le présenter chaque semaine parce qu'on m'accuserait de partisanerie, alors que la règle d'or des affaires publiques, c'est l'objectivité des animateurs et je m'efforce d'être le plus objectif possible. Et je vous présente M. Pierre Bourgault, candidat défait dans le comté de Duplessis. Je ne vous demanderai pas ce qu'est un poète, je vous demanderai ce que c'est que le comté de Duplessis et ce que c'est que la Côte-Nord, et après ça, on pourrait savoir un peu de quoi on parle. Ben, le comté de Duplessis, c'est évidemment Avant ça, le plus grand comté du Québec. Pardon? C'est le plus grand comté du Québec dès le départ. Est-ce que vous pensiez ça quand vous étiez petit? Quand vous étiez petit, on vous a déjà vu, on vous a vu dans un livre récemment, je voudrais vous expliquer là-dessus. On vous a vu agitant un Union Jack. Oui, bien C'était sûr. vous? C'est bien moi, ça. Ben oui, je peux pas le cacher. Ben, ça paraît. Ben oui, j'étais comme tout le monde à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'était probablement en 1938, 39 à cette époque-là. La visite de la reine? La visite de la reine, j'étais à Istingus, où je suis né. Je me souviens qu'on avait un grand mât sur le parterre et on avait un immense Union Jack. D'ailleurs, j'ai toujours aimé les drapeaux, alors j'allais monter le Union Jack. Évidemment, on m'avait mis un petit Union Jack dans la main pour aller voir la reine. Et j'étais très fier de voir la reine. Je l'ai revue après ça, évidemment. Mais à cette époque-là, eh bien, j'étais simplement un enfant qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a des gens qui s'imaginent qu'à 5 ou 6 ans, on connaît déjà son destin. J'entendais M. Daniel Johnson l'autre jour, on lui demandait « Quand est-ce que c'est venu la politique? » Ben, il dit « À 5 ans, je pensais à ça. » Et alors, moi, à 5 ans, je pensais à jouer au cowboy, ça n'avait rien à voir. Ne faites pas trop de politique ici. Ben, il n'y a pas de politique du tout. Je veux dire, je compare donc, cowboy, ça va, oui, deux styles. À 5 ans, moi, je jouais au cowboy avec un Union Jack. Et évidemment, après ça, eh bien, j'ai fait des études, les études que tout le monde a fait. Secondaire? Secondaire et un peu de l'université. J'ai fait de la philosophie un peu à l'université, en auditeur libre. Après ça, j'ai travaillé ici à Radio-Canada, au Studio 42. Vous avez joué le rôle d'un déserteur? J'ai joué le rôle d'un déserteur dans La Côte de sable de Marcel Dubé. La première phrase que je disais à ce moment-là, c'était « Jamais j'irai me battre pour les Anglais ». Bien sûr, le rôle avait été écrit pour moi. Je le disais avec beaucoup de conviction. Et après ça, ben, je suis allé en Europe. J'étais régisseur ici à Radio-Canada. Je faisais Bobino, je me souviens très bien de ce jour-là, avec Guy Sanche. Et l'émission passait à 4h30, à 4h15, je dis à Guy, j'ai dit, bah, je suis tanné de travailler ici, moi. Ben, il dit, démissionne. J'ai dit, c'est une excellente idée, alors je suis monté en haut ici, et j'ai démissionné. Alors, je suis parti en Europe sur un cargo allemand. Je suis parti de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Je m'en allais à Hambourg. Rendu à Londres, j'étais absolument dégoûté du bateau. Ça faisait 12 jours que j'étais sur le bateau. Alors, je suis descendu à Londres. J'ai découvert Londres, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup. Passez votre temps en Angleterre? Angleterre, voyez-vous, l'Angleterre, c'est un pays extraordinaire et Londres est une ville extraordinaire. Il y a des vrais Anglais, eux, là-bas. Et les vrais Anglais, pas les nôtres à nous, sont extraordinaires. Merci. Alors, j'ai fait un séjour très agréable. Après ça, je suis passé à Paris, puis je suis revenu ici. Quand je suis revenu, l'aérienne se fondait à cette époque-là. Parlez-en doucement. Ah, j'en parle très doucement, je vous dis comment j'y suis entré, tout simplement. Alors, l'aérienne venait d'être fondée, et moi, je m'étais rendu compte, jusqu'à un certain point, comme il était facile d'être un Anglais en Angleterre, d'être un Français en France, et comme il était difficile d'être ou un Anglais ou un Canadien français ici au Canada. C'est une situation que je trouvais plus ou moins anormale. En fait, je suis peut-être devenu indépendantiste à ce moment-là. Je suis entré au RIN, un peu par hasard. Quelqu'un m'a amené à la première petite assemblée du RIN 3 semaines après la fondation. J'ai trouvé que ça avait du sens, j'ai trouvé que c'était intelligent, j'y suis entré. Ça m'a pris évidemment 6 ou 8 mois après ça, vraiment me convaincre que c'était valable, à étudier vraiment ce que c'était que le Canada, ce que c'était que le Québec, parce que vous savez aussi bien que moi que c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, j'étais absolument convaincu, j'y suis entré et j'y suis depuis ce temps-là. Il y a 3 ans, je me présentais à la présidence, j'étais élu et aujourd'hui, c'est mon 3e terme. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le comté Duplessis, la Côte-Nord? D'abord, où est-ce exactement? Si on mettait des cartes, parce qu'aux affaires publiques, on aime bien mettre des cartes géographiques quand on fait de l'activité politique. Bah, une carte, ça veut dire...
C'est une drôle de carte. Ça veut dire Clark-Cité en descendant jusqu'à Blanc-Sablon, c'est-à-dire tout près de cette île jusqu'à Blanc-Sablon, 500 000 de ce côté-là. En montant vers le nord, il y a Shefferville et Fort Chimo en haut, les Esquimaux. C'est-à-dire un comté qui fait à peu près 700 000 par 500 000, plus l'île d'Anticosti. Et l'île d'Anticosti qui fait, elle, 140 000 par 38 000 de long. Alors, c'est un comté qui est Est-ce que très grand. l'île d'Anticosti fait partie du comté du Plessis? L'île d'Anticosti fait partie du comté du Plessis. Seulement, l'île n'est pas habitée au complet. Il y a un village qui s'appelle Port-Meunier. Il y a là 476 votes. Évidemment, il faut aller les chercher. Et il y a aussi beaucoup de chevreuils, mais ceux-là ne votent pas. Et... Bien sûr. Ben enfin, si je ne voudrais pas faire de politique, vous m'avez demandé de ne pas faire de politique, je vous dirais qu'il y en a qui ont voté. Je ne vous ai pas demandé de pas... Ah! Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que j'ai été battu par les chevreuils, mais il n'en reste pas moins que... Vous avez quel pourcentage de voix dans le comté? 33% dans le comté. À Sept-Îles, une majorité, 56% à Sept-Îles. Combien? 56%. Et Comment? à Fort Chimo, chez les Esquimaux, eh ben là, on a lavé complètement, c'est 183 à 6. C'est le plus gros vote aérien au Québec. Alors, parfois, je songe à faire l'indépendance des Esquimaux, ce serait peut-être plus facile. Vous pourriez en parler à René Lévesque? Oui, on pourrait faire ça ensemble, étant donné qu'on n'a pas réussi à faire autre chose ensemble jusqu'à maintenant. Bah, Duplessis, moi, je m'y suis présenté pour une raison très simple. Je suis allé sur la Côte-Nord une première fois, je pense, vers 1960, et je suis littéralement tombé en amour avec la Côte-Nord. J'y suis retourné après ça, plusieurs fois. J'y suis retourné aussi en tant que journaliste, particulièrement à l'île d'Anticosti. Et quand il s'est agi de choisir un comté, ben, comme on ne savait pas, nous c'était notre première élection, on ne savait pas quels étaient les bons comtés pour nous, qu'est-ce que ça pouvait être, ben, moi je dis je m'en vais sur la Côte-Nord. Évidemment tout le monde m'a dit t'es complètement fou, c'est trop loin, ça va coûter trop cher. Ben, moi j'ai dit un comté qu'on aime, c'est au moins 50% du travail de fait. Et évidemment nous avions une assez bonne organisation dans le comté, ça marchait relativement bien. Et d'autre part c'est un comté extrêmement symbolique. On commence à le voir maintenant sur le film. Là, on arrive en avion, on s'en va à Rivière-au-Tonnerre. Vous savez que pour aller sur la basse Côte-Nord, il n'y a pas de route. Alors on y va en avion. Presque tout le monde qui a à se déplacer sur la Côte-Nord doit pouvoir conduire un avion. Alors on s'embarque et on y va. Là, on survole probablement à peu près Sheldrake. Sheldrake est à peu près à 50 000, 55 000 de cette île. Là, on arrive à Rivière-au-Tonnerre. Comme vous le voyez, c'est une piste en gravier. Et souvent, il est difficile d'y atterrir. Là, c'est M. Bourque. Ses fils qui me reçoit, Rivière-au-Tonnerre. C'est un village, pour moi c'est chez moi, ça c'est la Rivière-au-Tonnerre. Elle fait beaucoup de bruit, c'est peut-être pour ça qu'on appelle le village Rivière-au-Tonnerre. Ça c'est l'église de Rivière-au-Tonnerre, pour moi c'est chez moi Rivière-au-Tonnerre. Ça c'est vraiment le village de Rivière-au-Tonnerre tel qu'on le voit quand on arrive de la piste d'atterrissage. Alors c'est un village qui compte 125 familles, tous des Canadiens français. Presque. Il se divise en trois parties. Il y a Thunderhead, Rivière-au-Tonnerre et le Des Creek. Le Des Creek, c'est le Duck Creek, qu'on a traduit par Des Creek. C'est là le premier hôpital qu'on est supposé, qu'on nous dit, nos ministres, nos députés, nos représentants de la Chambre nous disent toujours « Ah, vous avez un hôpital à Havre-Saint-Pierre, on veut vous faire communiquer avec Havre-Saint-Pierre direct. » Mais ils n'ont jamais pensé qu'il y avait une traverse, par exemple. La fameuse rivière Saint-Jean, que t'as pas pu traverser encore à Paniche une fois, là. On a toujours traversé en chaloupe. En chaloupe, hein? Nous autres, on appelle ça un canot, nous. Chaloupe, c'est plus grand. Un petit canot, c'est encore plus petit. Oui, mais il y a seulement qu'un docteur. Il y a seulement qu'un docteur pour desservir une population à partir de Sheldrake, aller jusqu'à Harrington. Harrington, il y a un autre hôpital, pour ça, Blanc-Sablon. Il y a seulement qu'un docteur pour desservir ça, qu'il y a eu. Aujourd'hui, on en a deux, mais c'est pas plus compliqué. Hein? Si on n'est pas capable, on arrive là, mais ils ne sont pas capables de nous donner. Ils sont capables de nous arracher des dents, c'est correct, puis une échappe d'un orteil. Mais des cas graves comme mon père, ils ne sont pas capables d'opérer rien du tout. Si on est toujours à Rivière-au-Tonnerre, il y a un gros problème, c'est le chauffage. Hein? Le carburant vient d'en dehors, évidemment. Quand le bateau ne vient pas, on se retrouve sans moyen de chauffage, on est obligé d'aller couper le bois. Vous voyez les bidons qui attendent. Le bateau n'était pas venu, c'est il y a 3 semaines, ça, le bateau n'était pas venu. Alors on n'avait pas de moyen de se chauffer. Ici, on se retrouve à la rivière Chipatagan, qui est entre Rivière-au-Tonnerre et Rivière-Magpie. C'est une rivière à saumon, clubée, comme à peu près toutes les rivières de la Côte-Nord. Ce sont les messieurs, qu'on appelle les messieurs, les Américains, qui viennent y pêcher. Nous, on n'a pas le droit. Évidemment, on braconne un peu, mais en principe, on n'a pas le droit, et c'est clubé de Sept-Îles à Blanc-Sablon. Ici, on arrive probablement à Rivière-Magpie, qui
pas loin de Rivière-au-Tonnerre, c'est bien ça. C'est un autre petit village. C'est très, très beau à cet endroit-là. La baie de Rivière-Magpie, qu'on va voir tantôt, est quelque chose d'extraordinaire. On s'en va voir M. Bisson. Ça, c'est une façon de faire la campagne électorale. Hein. On va de maison en maison, on rencontre les gens, on voit leurs problèmes, essaie de comprendre les problèmes, essaie de trouver les solutions. Vous voyez la baie de Rivière-Magpie en arrière, qui est une baie absolument fantastique avec une plage de sable juste au bas. Alors évidemment, on passe de maison en maison comme ça, de village en village, sur 500 000 de côte, il y a 28 villages. Alors ça fait des campagnes électorales un peu dures. Cependant, les gens de la côte sont tellement extraordinaires, tellement recevants, d'une hospitalité telle que ça console de toutes les misères qu'on peut avoir à les rejoindre. Ça, c'est la famille. Alors, évidemment, il y a encore des chiens sur la Côte-Nord. Il y en a moins à ce moment-ci, à cet endroit de la Côte-Nord que plus bas. On utilise le skidoo maintenant beaucoup, mais il y a encore pas mal de chiens sur la Côte-Nord. Des cométiques, des traîneaux à chiens. On s'y déplace encore en traîneau à chiens à beaucoup d'endroits. Ici, on se promène sur une des plages de Rivière-Magpie. Ça, c'est Johnny le Brasseur. C'est le mari d'une des institutrices de Rivière-Magpie. Et on se dirige vers Rivière-Saint-Jean, qui est un peu plus bas. La rivière Saint-Jean, ça c'est le gros problème. C'est là qu'on est obligé de traverser en chaloupe ou en péniche. Il y a une péniche, mais qui ne marche pas toujours. Et quand je suis allé il y a 3 semaines, ça ne marchait pas. Il fallait traverser en chaloupe. On est en train d'y construire un pont, mais le pont ne sera pas prêt encore avant une couple d'années. Alors, depuis toujours, on traverse en chaloupe. Et vous allez voir, on la traverse difficilement. À cette époque-ci de l'année, les glaces descendent. L'hiver, on fait un pont de glace. L'été, on traverse en péniche, mais au printemps et à l'automne, et c'est ça qui est le gros problème, il est souvent extrêmement difficile de la traverser. Voici la rivière Saint-Jean, qui est une très grande rivière, difficile à traverser. Alors là, on fait la traversée. On le monte en haut. Ils vont monter le moteur, vous voyez pas là. On va attendre, M. Borgo. Pas là. Ils vont monter le moteur, là. Ah, regarde, Borgo, là. OK. Allez, là. Allez, là. Non. Ça tient en forme. Tiens, en forme, hein? Pas de problème. Évidemment, ça tient en forme, parce que... Vous aviez l'air essoufflé, cependant. Un peu. Traverser cette rivière-là, c'est assez dur. Ça faisait 2 jours qu'ils n'avaient pas traversé, parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. Parce que c'est une rivière où il y a un gros courant et on peut être emporté à la mer assez rapidement. Alors évidemment, ça, ce sont des conditions. Évidemment, là, à Rivière-Saint-Jean, c'est encore assez près de cette île, les conditions ne sont pas épouvantables. Si vous allez plus bas que le Havre-Saint-Pierre, si vous allez vers Natashquan et vers Harrington, Kegaska, Tête-à-la-Baleine, Blanc-Sablon, là, les conditions deviennent encore plus dures. Souvent, il y a des villages où il n'y a pas d'électricité, pas de radio, pas de télévision, absolument rien, pas de journaux. Il est extrêmement difficile de voyager. Et c'est un des grands problèmes de la Côte-Nord, le problème des communications. Les gens, ils crèvent littéralement. Souvent, j'ai vu des gens malades qui ne pouvant pas sortir parce qu'il n'y a pas d'avion, parce qu'il fait mauvais, puis il n'y a pas de bateau en montant, alors on n'arrive pas à sortir. Il y a des petits bouts de route qui rejoignent certains villages, mais vous avez vu, là, il y a un petit bout de route qui rejoint Rivière-au-Tonnerre au Havre-Saint-Pierre, mais il y a la fameuse rivière Saint-Jean qu'il faut traverser comme ça. Vous comprendrez bien, quelqu'un qui est en train de mourir, c'est pas facile. Et pourtant, les gens vivent assez vieux. Nous avons interrogé sur la Côte-Nord, précisément, un trappeur de 75 ans qui a l'air d'un homme de 50 ans. Voulez-vous l'entendre? Le père Narcisse. Ça, je vois ça, moi. J'ai 75 ans et je connais ça, la vie du monde ici. Je connais la vie. Je n'ai eu ma misère, moi. Comme vous voyez, je vous ai tout montré ce que je fais, là. Je fais encore la chasse. C'est encore un seul vieux de 75 qui vient vous montrer des castors, des loutres, des loups-cerviers, tout ça. Puis je suis contente que le bon Dieu me donne encore la force pour vivre. Moi, j'ai 2 garçons chez nous. Il n'y a pas d'assistance chômage, là. T'as pas d'ouvrage, crève de faim. Si ton père ne t'assiste pas, ben, si 75 piastres par mois, il cueille, c'est une fortune, mais il faut travailler pour en gagner, pour essayer aider, c'est ça. Mon conjoint, moi, il faut que je la fasse vivre, puis mes 2 garçons, ben, je ne suis pas pour les jeter dehors. Mais ça prend un homme comme Bourgault, par exemple, pour courir
de Montréal, aller Bosse-à-Blanc. Il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui l'aiment, en cause que c'est pas un libéral ou dans un national. Ça, vous savez, l'affaire de parti, ça, de couleur, là, c'est pas la vie. On vit pas avec ça. Ça se mange pas, la couleur. Mais par exemple, ce qui se mange, c'est de l'ouvrage. S'il y avait de l'ouvrage ici, son programme, lui, ça serait que le gouvernement donnerait de l'ouvrage, puis que le monde vivrait. Si on avait de l'ouvrage ici, on n'aurait pas besoin de sortir. Comme je vous ai dit tantôt, il faudrait avoir un chemin pour aller dans le bois. Pour faire du bois, de la pitoune, qu'ils appellent. Moi, j'ai jamais travaillé là-dedans parce que dans notre jeune temps, nous autres, c'est des bio. Et puis la hache, pas de siette. Puis avoir un chemin, le faire au fur et à mesure, mais il faudrait que le gouvernement mette la main. Il n'y a pas un jobber qui peut suffire à aller faire un chemin là. Il faudrait qu'il commence à 6 000 à faire du bois. Il pourrait en faire en bas de ça, mais au fur et à mesure d'un hiver à l'autre, mais ça prendrait un contracteur que le gouvernement y aiderait. S'il n'y a pas d'aide, il n'est pas capable, à moins que c'est un millionnaire. C'est pour des gens comme ça qu'on se bat. Un homme extraordinaire, le père Narcisse. Est-ce qu'il a voté pour vous? Non, le père Narcisse a voté libéral. Et évidemment, il a 75 ans, il est très habitué à voter d'une certaine façon. Mais je pense qu'il commence à y penser sérieusement. Enfin, il faudrait lui demander. Mais qui vote libéral ou Union nationale ou aérienne, moi je m'en fous éperdument. Ce que j'aime de la Côte-Nord, ce sont ces gens-là. Des gens extrêmement près de la nature, des gens intelligents. Le père Narcisse est un homme d'une intelligence supérieure. Et des gens qui comprennent les choses, des gens qui veulent faire quelque chose. Et des gens qui aiment la côte. Des gens qui sont chez eux sur la côte. Vous verrez sur la côte beaucoup de gens qui sont heureux. Bien sûr, c'est très dur, bien sûr, il n'y a pas d'ouvrage, bien sûr, les communications sont extrêmement difficiles. Mais il n'en reste pas moins que quelqu'un qui est né sur la côte, quelqu'un qui a vécu sur la côte, il ne peut pas s'en débarrasser. Oh, j'ai connu, moi, beaucoup de jeunes, par exemple, qu'on avait envoyés en dehors pour étudier à Sept-Îles, à Haute-Rive ou ailleurs. Et on est presque obligé de les rapatrier au bout de 3 semaines, 1 mois, parce qu'ils ne peuvent pas s'habituer en dehors. Et si vous voyez des gens de la côte à Montréal ou à Québec, aller près du fleuve, ils sont toujours installés près du fleuve. Il y a la mer, et la mer, ça, c'est indispensable aux gens de la côte. Ils ont vécu avec ça. Alors le père Narcisse, lui, c'est un chasseur, surtout. Aujourd'hui, il a 75 ans, il part tous les jours, il s'en va dans le bois, 15-16 000, il s'en va chasser, il va attraper, et il vend ses fourrures, et c'est sa vie. Il a eu 16 enfants, évidemment. Combien? 16. Alors c'est une vie difficile, mais c'est un homme heureux aussi. C'est un homme qui croit à la côte. Il ne faut pas oublier que la côte, c'est pas seulement la misère, c'est pas seulement les difficultés. C'est aussi le Nouveau-Québec. Et c'est ce qu'il y a de plus riche au Québec. C'est un peu un symbole de tout ce que pourrait être le Québec aussi. C'est un comté où nous sommes complètement dépossédés. Nous ne possédons absolument rien dans le comté du Plessis. Mais toute la côte, c'est aussi un tas de pierres, bien sûr, mais un des tas de pierres les plus riches du Québec. Tout l'avenir du Québec, il est là. Alors il est extrêmement important qu'on y songe. Je m'excuse de vous interrompre, je ne vous ai pas interrompu souvent depuis le début, parce que je suis en train de me demander de quelle façon est-ce que je peux être le plus objectif, en vous laissant parler ou en vous interrompant. Les deux façons, on pourrait être critiqué. C'est votre problème, moi je suis jamais objectif. Moi j'essaie d'être honnête, mais l'objectivité, vous savez. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? J'ai jamais réussi à la définir. J'ai été journaliste moi-même et on m'a dit à plusieurs reprises il faut être objectif. Et moi j'ai toujours répondu, et ça, j'ai creusé le problème. J'ai toujours répondu qu'il était à peu près impossible d'être véritablement objectif. À ce moment-là, il faudrait se désincarner complètement. Il y a beaucoup de journalistes qui essaient d'être objectifs. En général, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'être plate. Je pense qu'un journaliste peut être honnête, extrêmement honnête, et être évidemment aussi subjectif. Que vous couvriez n'importe quoi, que ce soit un politicien, que ce soit un chien écrasé, nécessairement, ça vous passe par les tripes, par le cœur. Vous êtes obligé de l'écrire comme ça vous ressemble. Ça ne peut pas être absolument objectif. Je voudrais encore présenter quelqu'un qui n'a pas voté pour vous. Cette fois-là, c'est une femme de la Côte-Nord. C'est encore une adversaire. Si vous voulez voir ce qu'elle a à dire. C'est pas très objectif, ça, si vous présentez des adversaires. Sujet à des élections, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Il est nouveau, hein? Il est nouveau de la politique. Alors, on n'a pas grand-chose de mal à dire de lui. Mais est-ce que vous connaissez son programme? Oui, un peu, mais nous autres, la politique, maintenant, c'est pas mal fini pour nous autres. Oh, vous n'êtes pas si vieille que ça. Oh oui, on a fait notre temps. Mon mari est plutôt de la politique comme moi. Mon mari, c'est un peu un politicien fort, puis pas mal
enraciné là-dedans. Plutôt d'un couleur bleu-rouge. Mais il était pas fâché pour Johnson. Moi, je me dispute un peu avec lui, parce que quand ça a été le sage, ben, il était pour le sage. Puis à présent, ben, vu qu'il y avait pas mal de brouhaha ici et là, il a décidé de voter pour Johnson. Moi aussi. Et vous n'avez pas voté pour Bourgault? Monsieur Bourgault, on le trouvait trop jeune ou trop récent, on ne le connaissait pas assez. Comprenez-vous? Alors on a voté pour M. Poitou. C'est M. Poitou qui était ici ou non? C'était pas M. Poitou. Qui c'était qui a présenté? Non, contre M. Bourgault. Il y avait M. Coitou et M. Hayes. Non, c'est M. Coitou. On a dit M. Coitou. Alors, vous voyez, c'est assez complexe parce que M. Coitou, il est libéral, lui. Puis ils ont voté Union nationale. Alors, c'est extrait. Je pense qu'il n'y a qu'une façon de résoudre ce problème-là, c'est qu'ils votent Bourgault. Ça, on leur dit souvent. Ça, c'est ce que vous pensez. Ça, c'est ce que je pense. Dans la mesure où ça n'est pas un crime d'être le chef politique d'un parti qui est reconnu par la loi, je crois. Maintenant, oui. Bon, On je nous peux, en fait un crime je peux souvent, peut-être vous ça. poser des questions. Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la politique? Quelle est votre conception de l'homme politique, du métier de politicien? Ben, moi, je vais vous dire franchement, j'ai toujours eu des intérêts très divers dans la vie. Comme Comme les comédien, arts, régisseur. comme le sport. Excusez-moi, est-ce que vous êtes un Ouais. comédien qui est devenu politicien? Quand je faisais de la comédie, il y avait des metteurs en scène qui me disaient toujours que j'avais l'air de faire des discours. Depuis que je fais des discours, il y a des gens qui disent, tiens, un vrai bon comédien. Évidemment, c'est difficile. Cependant, il n'en reste pas moins que pour moi, la politique, ça couvre tout. C'est probablement, pour moi, c'est une science, c'est aussi un art, et un art qui couvre tous les sujets. Comme j'ai des intérêts très divers, eh bien, c'est peut-être le seul métier que j'exerce avec beaucoup de passion. J'ai été journaliste, j'ai beaucoup aimé être journaliste, mais pas autant que politicien. C'est quelque chose de très profond. Je pense qu'il est essentiel que l'homme puisse s'engager très profondément dans une chose, et c'est à peu près le seul métier qui m'engage complètement. Je le fais 24 heures par jour, j'en rêve presque. Évidemment, presque. Évidemment, Vous rêvez à quoi? quand je rêve à la politique, je me vois déjà au pouvoir. Je me vois, il y a déjà en haut de l'affiche. Oui, puis celui qui chante ça, quand il l'a chanté, il est en haut de l'affiche aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il est essentiel. Musique derrière. Je pense qu'il est essentiel qu'on puisse rêver de cela. Et je pense qu'il est essentiel surtout qu'on puisse y travailler. Moi, ce que je crois essentiellement dans la politique, c'est que c'est un métier et un métier qui s'apprend. Et je pense que nous avons exactement la formule pour l'apprendre. C'est-à-dire dans l'opposition, un métier difficile, une opposition difficile, qui l'est de moins en moins, mais qui le fut au début extrêmement difficile, alors que je vois beaucoup trop de politiciens souvent qui s'engagent sans avoir jamais fait de politique, sans connaître exactement ce métier-là. On n'aurait pas idée, par exemple, de se mettre entre les mains d'un chirurgien qui n'aurait pas fait un cours de chirurgien, ou de se mettre entre les mains d'un avocat qui n'aurait pas fait un cours de droit. Or, on se met souvent entre les mains de politiciens qui n'y connaissent absolument rien. Et ça, c'est indépendamment des partis, ça n'a rien à voir avec les partis. Des gens qui se lancent, tout simplement parce qu'ils croient qu'ils aimeraient ça faire de la politique et que c'est une sorte de beau couronnement de carrière. Or, ça n'est pas ça la politique. On doit faire de la politique un métier véritable. C'est un métier qui s'apprend et qui s'apprend très durement. Où? Et Ça s'apprend ça où? s'apprend dans l'opposition. Et je pense que n'importe quelle opposition est valable dans ce sens-là. Mais vous n'êtes pas dans l'opposition. Oui, nous sommes dans l'opposition. Vous n'êtes pas au Parlement dans l'opposition. Oh, bien sûr, mais ça, ce sont des images qu'on se fait. La véritable opposition, c'est nous, à toute fin pratique. Nous nous opposons au régime, nous construisons un parti, c'est un parti d'opposition actuellement, et évidemment, c'est là qu'on apprend le métier. On apprend le métier à rencontrer les gens, à connaître leurs problèmes, surtout. Moi, ce qui m'affole souvent chez les politiciens, c'est de voir à quel point ils peuvent être ignorants des problèmes qui nous confrontent chaque jour, qui confrontent les Québécois chaque jour. Comme on peut être ignorant de la situation, de la réalité québécoise. Alors évidemment, moi, comme les autres, j'en étais totalement ignorant. Le Québec, on n'a pas idée de ce que ça peut être. Évidemment, depuis 6 ans que je suis là-dedans, j'ai appris beaucoup du Québec. Je m'aperçois que j'en apprends encore tous les jours, qu'il y a des problèmes tous les jours qui nous sautent à la face, qu'on n'avait pas vus et qui pourtant sont très évidents. Les solutions sont difficiles à trouver. Est-ce que vous croyez qu'il existe, je vous parle là sans partisanerie, est-ce que vous croyez qu'il existe des solutions non violentes pour les problèmes des Canadiens français? D'abord, est-ce que vous êtes un homme non violent ou un homme violent, vous?
C'est difficile comme question, ça. Ben. Des fois, je suis violent, des fois, je ne le suis pas. De façon À la base, générale. je ne le suis pas. Je ne suis pas un homme plus violent que les autres. Est-ce que, bien sûr. est-ce que vous trouvez qu'il existe des solutions non violentes, au sens où on entend le mot violente, mais ça, il faudrait demander à M. Desrochers ce que c'est que la violence. Ben, la violence, c'est pas nous qui la décidons. Hein. S'il doit y avoir violence, c'est pas nous qui la ferons. Cependant, C'est, vous avez dit, ce n'est pas nous qui la ferons. qui la feront. C'est ça. Alors évidemment, à partir de ça, il faut chercher des solutions, une façon de prendre le pouvoir qui ne soit pas violente. Bien sûr, dans le système que nous connaissons, c'est extrêmement difficile parce que nous sommes défavorisés au départ. Mais oublions cela pour le moment. Je suppose que nous prenons le pouvoir. À ce moment-là, il existe ce que nous appelons, non pas une solution, mais un instrument que nous croyons extrêmement valable qui s'appelle l'indépendance. Et ça, je pense, c'est la base même de tout notre combat. Ah, c'est ça ressemble. l'instrument Ouais. essentiel. Je m'excuse, c'est parce que ça commence à ressembler aux affaires de l'État. Oui, mais aux affaires de l'État, on passe pas, nous autres. Vous êtes le seul chef de parti qui est passé 2 fois de suite à une émission d'affaires publiques. Ou celle de la semaine. Ouais. Une émission d'affaires C'est publiques. merveilleux. J'aime bien mieux passer ici qu'aux affaires de l'État. Mais qu'est-ce que c'est que des affaires publiques? Une définition? Non, mais Moi, les je dis c'est de des l'État- affaires qui intéressent le public. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous. Seulement les affaires de l'État, voyez-vous, en principe, nous devrions avoir droit à plusieurs Ah, émissions ça, c'est aussi. pas mon problème, là, c'est le vôtre. Ah, alors on en discutera avec les affaires de Oui, l'État. c'est ça. Je vais vous poser des questions qu'on pose habituellement aux gens. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez les autres? C'est l'intelligence, qui est assez rare d'ailleurs. J'aime beaucoup les gens intelligents. Si vous connaissiez mes amis, vous sauriez qu'ils sont tous très intelligents. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus? Ce qui me déplaît le plus, ça, il y en a des millions. C'est ce que j'appelle les imbéciles instruits. Je n'ai rien contre les imbéciles en général. Mais instruit, Quand oui. ils sont instruits, ils deviennent très dangereux. Dernière question, parce que le temps file. Est-ce que vous vous considérez comme le fils déchu de race surhumaine? Ah, pas du tout. Pour moi, je suis simplement un être anormal parce que canadien français qui peut le devenir dans une situation normale.